sur ce webinaire qui est consacré à la réforme des congés payés en cas d'arrêt de travail. Je vais attendre encore 1 ou 2 petites minutes que tous les inscrits se connectent. Vous êtes déjà pas mal. Pour ceux pour qui c'est la première fois, je rappelle que ce webinaire donc est totalement gratuit. Vous pouvez interagir avec moi via la capsule de chat en posant vos questions par écrit, puisque par souci de confidentialité et de droit à l'image, vous n'apparaissez pas sur la vidéo qui est enregistrée. Il n'y a que moi qui suis filmée pour pouvoir ensuite être rediffusée sur le site et sur YouTube. Donc, je n'active pas vos micros, ni vos caméras, ni tout ça. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure que ça vous vient. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit ou autre, dans ce cas-là, vous me le signalez pour que j'active uniquement votre micro, qu'on entende votre voix et donc votre question. Donc j'attends encore une toute petite minute que les derniers participants se connectent. Je vois qu'il y a d'autres personnes dans la file d'attente et on va pouvoir parler donc de cette fameuse réforme qui a fait grand bruit depuis fin d'année dernière. J'en profite du coup pour ceux qui se sont reconnectés entre-temps. Encore une fois, ce webinaire est enregistré. Il n'est filmé que sur moi. Vous n'apparaissez pas par souci de droit à l'image, de confidentialité. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, utilisez le chat pour m'écrire. Et comme ça, au fur et à mesure, je répondrai. Allez, on va y aller. Donc, la réforme des congés payés, comment ça se passe? Je vais vous expliquer déjà où est-ce qu'on en est concernant les nouvelles dispositions. On fait un focus sur comment c'était avant et ce qu'il va y avoir maintenant. Et je rentre dans les détails. Déjà, pour vous donner un peu un tour d'horizon, aujourd'hui, la loi n'est pas promulguée. Ça veut dire qu'elle n'a pas été publiée encore au journal officiel, qui fait qu'elle entrerait en vigueur. On est vraiment dans la phase de transition, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà débat suite aux jurisprudences du mois de septembre. Il y a eu des phases de discussion à l'Assemblée nationale, en commission et tout ça. Et il y a eu la phase d'adoption de la loi qui a été déjà validée au Sénat et à l'Assemblée nationale. Là, on est ce qu'on appelle dans la phase de contestation, c'est-à-dire que potentiellement, il pourrait y avoir la saisie du Conseil constitutionnel avant que la loi soit promulguée. Donc, ça fait beaucoup de mots, c'est beaucoup d'instances. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que le texte a été adopté, donc le contenu, on le connaît, il est clair. Il est possible qu'avec une potentielle saisie du Conseil constitutionnel, il y ait des précisions, il y a des petits rectificatifs qui interviennent avant que la loi soit promulguée et donc entre en vigueur. Donc là, c'est ce qu'on attend dans les prochains jours. N'hésitez pas à suivre nos webinaires concernant les actualités sociales. Je ferai un point à chaque fois justement sur cette réforme pour vous dire ça y est, c'est entré en vigueur maintenant, donc du coup, c'est comme ça. Le webinaire sur l'actualité juridique a lieu la semaine prochaine. Il y en aura un aussi le mois prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, toutes les informations que je vous donne aujourd'hui, ce sont des informations qui sont issues du texte qui a été adopté et qui devrait entrer en vigueur dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, puisqu'il y a eu donc une procédure accélérée. Donc ça, c'était déjà pour vous donner la tendance, c'est que les informations sont concrètes, pour autant, elles ne sont pas encore en vigueur. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas encore le texte officiel qui est transposé donc en droit français et que pour l'instant, on s'appuie toujours sur la jurisprudence, même si la promulgation de la loi, comme je vous disais, est faite pour demain, quoi. Concernant cette réforme, je vais essayer de faire le plus succinct possible. Je vous rappelle, avant la réforme, ce qu'il en est. Donc, avant la réforme, il n'y avait pas d'acquisition de congés payés quand on était en arrêt maladie d'origine non professionnelle. C'est-à-dire l'arrêt maladie de droit commun, pendant qu'on était en arrêt maladie, on ne continuait pas de gagner des jours de congés payés.
Par contre, quand on était en arrêt maladie suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, là, on avait l'acquisition classique des 2 jours et demi de congés payés dans la limite d'1 an. Et après, on n'avait plus cette acquisition. Il n'y avait pas d'obligation particulière d'information de la part de l'employeur de quoi que ce soit. Il n'y avait pas de période de report légal de congés payés, puisqu'il n'y avait pas d'acquisition quand on était en arrêt maladie de droit commun. Et il n'y avait pas de calcul spécifique en cas de maladie concernant l'indemnité de congés payés. Je vous ferai un focus à la fin du webinaire sur cette partie-là, puisque ça va jouer, la réforme va beaucoup jouer. Cette réforme, elle vient donc rebattre un peu les cartes là-dessus et elle vient dire que quand on est en arrêt maladie de droit commun, c'est-à-dire d'origine professionnelle, il va y avoir une acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois, pas de 2 jours et demi, 2 jours, et dans la limite de 24 jours ouvrables. Quand on est en arrêt maladie pour accident du travail, maladie professionnelle, là, ça ne change rien. On continue d'acquérir 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois et il n'y a plus cette limite d'1 an. Elle saute. Il y a désormais une obligation d'information sur les droits à congés payés de la part de l'employeur qui devra intervenir dans le mois suivant la reprise. Je vais rentrer tout à l'heure dans les détails de ces différents points et de la réforme, du coup, de toutes ces nouveautés. Il y a une période légale de report des congés payés qui est fixée à 15 mois. Et concernant la règle de calcul de l'indemnité de congés payés, là, pareil, on est venu apporter des précisions pour savoir comment on va calculer l'indemnité de congés payés, notamment avec la règle du 10e. Je vous expliquerai aussi tout ça tout à l'heure, parce qu'il y a la règle du 10e, il y a la règle du maintien. Je reviendrai là-dessus de façon plus spécifique. Il y a certaines dispositions de la loi qui vont être rétroactives. Ça veut dire que la règle d'acquisition, par exemple, des 2 jours de congé par mois en cas d'arrêt maladie, dans la limite de 24 jours par an, quand on est sur de la maladie non professionnelle, toujours, il va y avoir une rétroactivité. On va pouvoir remonter jusqu'à décembre 2009, puisque c'est la date à laquelle la loi européenne a été promulguée concernant cette mesure de maintien des congés payés. Et on a ce qu'on appelle le délai de forclusion, qui est donc le délai de forclusion pour les salariés en poste, qui va être de 2 ans. Et ça va être à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Alors, je reviens sur tous ces points et je rentre un petit peu dans les détails pour que tout soit clair pour vous. Désormais, déjà, un salarié en arrêt maladie d'origine non professionnelle pourra acquérir 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence. Avant, c'était 0, d'accord ? Dans la limite de 24 jours ouvrables par année de référence, soit 4 semaines. On est venu donc transposer la règle européenne en droit français, et en droit français, du coup, ça donne cette règle-là. Première chose. Ensuite, un salarié en arrêt maladie, en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, lui ne sera plus limité à l'acquisition des congés payés sur une période maximale d'1 an. Il va continuer donc du coup d'acquérir des congés payés si son arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle est supérieur à 1 an. Donc, il pourra donc acquérir jusqu'à 30 jours par an la première année, mais aussi les années suivantes. Donc, soit l'équivalent de 2 jours et demi par mois. Ensuite, l'employeur sera désormais tenu à une obligation d'information des salariés sur leurs droits à congés payés en cas d'absence pour maladie ou pour accident, notamment le nombre et la date limite pour la prise de ces congés payés. C'est une information qu'il aura l'obligation de réaliser dans le mois qui suit la reprise du salarié. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur cette modalité d'information. Est-ce qu'il devra faire un courrier personnel? Est-ce que ça pourra figurer uniquement par mention sur les fiches de paye? C'est la tendance qui semble se projeter, mais on n'a pas encore de précision. On le verra dans les jours ou dans les semaines qui vont arriver. Concernant la mise en place de la période de report légal qui est désormais fixée à 15 mois pour pouvoir utiliser les jours de congés payés que le salarié n'a pas pu prendre pendant la période de consommation parce qu'il n'était pas là du fait de son arrêt maladie,
Là, il va y avoir une période donc de report de 15 mois. Avant, il n'y avait pas de période de report prévue dans le Code du travail. Il en existe peut-être dans certaines dispositions conventionnelles qui resteront alors applicables si elles sont plus favorables. On a toujours cette fameuse règle du principe de faveur. La loi nous dit que désormais, la période de report légal, elle est fixée à 15 mois. Si une disposition conventionnelle, donc regardez dans vos propres conventions collectives ou n'hésitez pas à nous solliciter si besoin, prévoit du coup une mesure plus favorable, c'est la mesure conventionnelle qui continuera de s'appliquer. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre règle, autre précision concernant la réforme, c'est la règle de calcul de l'indemnité de congé payé. Attention à ne pas confondre avec l'indemnité compensatrice de congé payé. On verra tout à l'heure la nuance entre les deux. Mais concernant l'indemnité de congé payé, donc la somme qu'on vous verse quand vous êtes en congé, elle est modifiée en cas de prise en compte des périodes d'absence maladie. Dire que pour la règle du 10e uniquement, il y aura une prise en compte dans la limite de 80% de votre salaire. Je reviens tout ça dans les détails tout à l'heure, vous en faites pas. Certaines dispositions, donc, comme je vous disais, vont être applicables de manière rétroactive à partir donc de décembre 2009, mais pas toutes. Je vous les ai données tout à l'heure. Et la loi met en place un délai de forclusion pour un petit peu encadrer toutes les questions et toutes les demandes. Le délai de forclusion, donc, il va être à 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Donc, on attend cette fameuse date uniquement donc, pour les salariés actuellement en poste qui ont eu, avant la réforme, des périodes d'absence maladie pour lesquelles ils n'ont pas eu de congés payés qui ont été crédités sur leur compteur de congés payés. Donc ça, c'est important. Le délai de forclusion, ce n'est pas la même chose que le délai de prescription. Je rappelle, le délai de forclusion, il va être de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Donc, on attend la date de publication de cette loi. Et c'est à partir de cette date qu'on aura, que pour les salariés qui sont en poste, ils pourront faire valoir leurs droits pour les périodes qui étaient avant la réforme et pendant lesquelles ils auront potentiellement été en maladie et où ils n'auraient pas donc du coup comptabilisé de jours de congés payés. Après la réforme, donc la fameuse date, les salariés donc, pourront faire valoir leurs droits en fonction donc, de la publication de la loi et de la réforme. Tout ça en bref, ça donne quoi ? Ça donne l'acquisition donc, de 4 semaines de congés payés max par an pour les maladies de droit commun. Ça donne une base de calcul de l'indemnité de congés payés qui va être égale à 80% de la rémunération. Ça donne une obligation de l'employeur d'informer le salarié au retour de l'arrêt maladie dans le délai d'1 mois. Et enfin, le report possible des congés payés qui va être pendant 15 mois à compter donc, de cette fameuse information de l'employeur. Concernant la rétroactivité, il peut y avoir une demande de rappel de congés payés qui est possible dans le délai maximal de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Donc, avril ou mai 2026 au plus tard, puisque la loi devrait être promulguée prochainement. Et pour les anciens salariés qui ne font plus partie de l'entreprise, là, il y a un délai classique de 3 ans pour demander un rappel de congés payés. C'est quelque chose qui reste à confirmer par le Conseil constitutionnel si jamais il est saisi. Donc, vous, en tant qu'élu du CSE ou en tant que salarié, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, vérifier le solde des congés payés des salariés qui ont été en arrêt longue maladie entre 2009 et 2024. Ensuite, demander éventuellement à ce que les compteurs soient régularisés pour les salariés concernés qui en font la demande. Vérifier auprès de la comptabilité ou autre qu'il y a bien les bons paramétrages du logiciel de paye, notamment pour les modalités de calcul d'acquisition donc des congés payés et d'indemnité de congés payés. Et s'il y a un process RH qui existe en interne concernant les futurs retours d'arrêt maladie, vérifier qu'ils prennent en compte toutes ces nouvelles mesures. Donc, c'est des choses que vous pouvez soulever avec les salariés directement ou en réunion du CSE. Vous disiez, suite à l'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale, on attend toujours l'entrée en vigueur effective. Pour autant, on sait qu'il y a 2 jours par mois
Ça, c'est le nombre de congés payés acquis pour les salariés en maladie non professionnelle, dans la limite annuelle de 24 jours ouvrables. Pour les salariés en AT, accident du travail ou maladie professionnelle, on reste sur 2 jours et demi par mois, acquisition classique. Et il n'y a plus donc de limite d'acquisition sur un an. Ensuite, 15 mois. Ça, c'est la période de report dont bénéficie le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés du fait de son absence. Et le point de départ de cette période, c'est la date à laquelle le salarié, une fois de retour dans l'entreprise, a été informé par l'employeur de ses droits. Du coup, 1 mois, ça, c'est le délai dont dispose l'employeur pour informer le salarié des congés payés reportés et de leur échéance. Donc, 1 mois suivant la date de reprise de travail du salarié. Le bulletin de paye pourrait éventuellement servir de support pour l'information. On attend des précisions. Ensuite, autre chiffre clé, 2 ans. Ça, c'est la période dont les salariés disposent pour réclamer leurs droits devant la justice, à compter du jour de la publication de la loi. Donc, on attend cette fameuse date. Et ensuite, le délai de rétroactivité qui peut entraîner des régularisations. Ça, c'est toutes les nouvelles dispositions légales qui s'appliquent pour certaines depuis le 1er décembre 2009. Donc, il faut faire attention, voilà, à tout ça. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions déjà concernant ce premier bloc, n'hésitez pas à me les poser, à écrire via la capsule de chat. Et je continue avec une petite particularité parce que ça, du coup, c'est comment on peut continuer d'acquérir ces congés payés selon qu'on est en arrêt maladie classique, en arrêt maladie pour accident du travail, combien on en acquiert, comment on peut faire notre demande de régularisation, voilà tout ça. Mais il y a un impact de cette réforme aussi sur l'indemnité de congés payés. C'est ce que je vous disais. Donc, on va avoir une nouvelle règle concernant le calcul et attention à ne pas mélanger indemnité de congés payés avec l'indemnité compensatrice de congés payés. Donc, on parle effectivement des fois de d'indemnité de congés payés ou d'indemnité compensatrice de congés payés. Déjà, je vous donne la différence entre les deux parce qu'ensuite, quand je vais vous expliquer, c'est important que vous le sachiez. Concernant l'ICP, qui est l'indemnité de congés payés, ça, c'est l'indemnité qui est perçue par le salarié lorsqu'il est en congé payé. Elle permet de compenser en fait le fait qu'il soit en congé, qu'il n'ait pas de salaire pendant qu'il est en congé. Parce que quand on s'absente, en fait, quand on est en congé payé, on n'a pas un salaire, on a une indemnité compensatrice de congé payé. Donc ça, c'est l'hypothèse où le salarié est en poste. Quand on parle d'indemnité compensatrice de congés payés, l'ICCP, là, c'est l'indemnité qu'on verse aux salariés en cas de rupture du contrat de travail, que ça soit d'ailleurs une démission, un licenciement, une rupture conventionnelle ou autre. L'indemnité de compensatrice de congés payés, elle est toujours due, sauf en cas de licenciement pour faute lourde. Donc ça, c'est vraiment si le salarié ne revient pas, donc il y a bien une rupture, et qu'il n'a pas épuré tous ses congés payés, acquis au moment donc de la rupture, on va lui verser une indemnité compensatrice de congés payés. C'est le solde des congés qu'il n'a pas pu prendre du fait de la rupture, mais auquel il avait droit, on va les payer. Donc attention, l'indemnité de congés payés, ça c'est l'argent qu'on reçoit quand on est en congé, pendant qu'on est en poste. L'indemnité compensatrice de congés payés, c'est une indemnité au moment de la rupture pour tous les congés qu'on n'a pas pu prendre, mais qu'on avait déjà acquis. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que concernant cette indemnité de congés payés ou l'indemnité compensatrice de congés payés, on va appliquer des méthodes harmonisées, on va dire. C'est-à-dire que il y a pour faire le calcul de l'indemnité de congés payés, on a 2 méthodes en France, qui est soit la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié sur la période de référence. Je rappelle que la période de référence, c'est entre le 1er juin et le 31 mai. Et on a la deuxième méthode qui est le maintien de salaire, c'est-à-dire qu'on va calculer la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.
Et on va donc faire systématiquement ces deux calculs-là, soit la règle donc du dixième de la rémunération totale perçue, soit la règle du maintien, et on va appliquer automatiquement et obligatoirement la plus favorable pour le salarié. Avant la réforme, les absences assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail, notamment donc les congés payés de la période, les congés maternité et tout ça, étaient considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Donc, on reconstitue le salaire théorique et on le prenait en compte à 100%. Avec la réforme, les périodes d'absence pour maladie non professionnelle sont ajoutées à la liste, sauf que dans le texte, on nous dit dans la limite d'une prise en compte de 80% de la rémunération associée à ces périodes. Donc, on ne va pas reprendre dans l'assiette de calcul l'intégralité du salaire constitué. Cette règle de retenir que 80% du salaire ne va s'appliquer que quand on va faire le calcul de la règle du dixième. Donc, si la règle du maintien de salaire est toujours plus avantageuse, c'est toujours elle qui sera appliquée avec le maintien de salaire classique. Par contre, comme on est obligé de faire quand même la règle du dixième, quand on va être en arrêt maladie, donc on va avoir ce calcul qui va pas plus se faire sur la base de 100%, mais sur la base de 80% de la rémunération. Donc ça, c'est important puisque ça peut donner un petit peu des renversements de situation où avant, on avait la règle du dixième qui était peut-être plus avantageuse et aujourd'hui, ça va peut-être être la règle du maintien et surtout, ça va être un peu une gymnastique entre la règle du maintien où c'est le salaire classique dont on tient compte et la règle du dixième où on va devoir avoir ce réflexe d'aller calculer pour le salaire reconstitué 80% donc de ce fameux salaire. Je résume, indemnité de congé payé, c'est vraiment pendant que le salarié est en poste. Il prend ses congés et pendant qu'il est en congé, on va lui appliquer la règle plus favorable entre la règle du dixième de la rémunération totale perçue et la règle du maintien de salaire. Avant, on avait un salaire reconstitué avec une prise en compte de 100% quand on était en accident ou en maladie professionnelle. Maintenant, avec la réforme, tout est harmonisé, que ça soit même pour les accidents et les arrêts maladie d'origine non professionnelle, on va avoir pour la règle du dixième uniquement le calcul selon un salaire reconstitué dans la limite de 80%. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, donc en cas de rupture du contrat de travail, où on aurait un compteur de congés payés acquis mais non pris, à ce moment-là, on va avoir l'indemnité de congé payé donc, qui va être calculée et qui va être versée donc, sur la fiche de paye, sur le solde de tout compte, au moment donc, de la rupture. Voilà. Alors, je vois qu'il y a eu quelques questions pendant que je faisais ce petit focus sur les indemnités, le calcul des indemnités. Est-ce que la différence faite entre les salariés en arrêt maladie d'origine pro et non pro ne risque pas d'être retoquée par le Conseil constitutionnel? 4 semaines par an pour les uns, 5 semaines par an pour les autres. Alors, on a déjà eu un positionnement du Conseil constitutionnel qui dit que c'est pas du tout discriminatoire parce que dans le texte européen, qui est la base en fait de tout ce remue-ménage, il est déjà prévu que ça ne constituait pas un motif de discrimination de continuer de faire acquérir 4 semaines par an ou 5 semaines. Parce qu'en fait, dans la loi européenne, on dit qu'il doit y avoir le maintien de 4 semaines, pas de 5 semaines. Donc, pour le Conseil constitutionnel, tout s'applique comme il faut. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un revirement et qu'il puisse se positionner autrement. De ce qu'on sait, c'est pas vraiment la tendance, ça devrait rester comme ça. Un salarié peut-il demander ses congés payés dès maintenant ou doit-il attendre la publication de la loi? Alors, il aura la force de la loi quand elle sera publiée. L'employeur ne pourra pas s'y soustraire, il n'aura pas d'autre choix que de l'appliquer. Il aura sinon un risque au prud'homme ou un risque avec l'inspection du travail et tout ça qui sera d'autant plus important.
Pour autant, il y a déjà eu des démarches devant les prud'hommes, alors même que la loi n'était pas promulguée, parce que c'est justement parce qu'il y a eu des arrêts de cour de cassation qui datent du mois de septembre, qui sont venus appliquer la loi européenne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, qu'on en est là et que le législateur français a été obligé de légiférer sur ces modalités et donc de faire cette fameuse réforme. Donc le salarié peut déjà faire la demande auprès de son employeur via un recommandé en demandant l'application de la jurisprudence et de la future réforme. L'employeur peut encore un petit peu taper en touche pour gagner du temps. Demain, quand la loi sera promulguée, il ne pourra plus s'y soustraire. Puisqu'aujourd'hui, le seul moyen pour l'entreprise, pour le salarié de contraindre l'entreprise, c'est éventuellement d'aller en justice. Demain, la loi fera que, aller en justice ou pas, l'employeur devra s'y conformer. Pour les ex-salariés, notamment ceux partis à la retraite, comment cela va-t-il se passer? Et justement, ils auront, eux, s'ils ont eu des périodes de maladie, la possibilité donc de demander un reliquat ou de faire une demande d'indemnité compensatrice de congés payés puisqu'ils sont sortis de l'entreprise, donc ils ne peuvent plus prendre ces congés. Pour autant, ils ont eu une indemnité compensatrice de congés payés qui n'a pas été calculée comme il fallait. Donc, eux, ils auront la possibilité de se rapprocher de leur employeur, d'en faire la demande ou éventuellement d'aller en justice. Pas de modification de calcul pour l'indemnité compensatrice de congés payés. Non, là, ça reste le calcul toujours pareil de la règle donc du maintien ou du dixième. On va appliquer exactement la même règle, sachant que, encore une fois, pour le dixième, on va retenir 80%. Mais sinon, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée voilà, selon cette méthode-là et sera payée et versée aux salariés de la même manière. En réintégrant éventuellement des jours de congés payés s'il y a eu un arrêt maladie. Je vous laisse me poser vos autres questions, prendre le temps d'écrire quelques minutes. Donc encore une fois, la tendance est donnée puisque le texte de loi a été voté. On attend la promulgation, donc on n'est pas à l'abri peut-être de quelques petites retouches ou de quelques petites précisions. On va voir aussi par la suite, selon les contentieux qu'il y a, comment cela va être articulé entre la loi et ce qu'il en est compris par les avocats et par les juges, donc pour les applications. Pour autant, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, tout ça va venir s'appliquer de plein droit. Donc, je vois qu'il y a encore certains d'entre vous qui écrivent. Je vais vous laisser poser vos questions. Des informations sur les délais de prescription et notamment sur leur point de départ. Oui, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La prescription, on va avoir donc un délai de report de 15 mois et le délai de prescription, normalement, il devrait être de 2 ans pour la demande de rappel des congés payés. À partir de l'entrée en vigueur de la loi, toujours pareil. Donc, il faut qu'on attende de savoir si cette loi va paraître au mois d'avril ou au mois de mai. Et potentiellement, on aura du coup jusqu'en 2026 voilà, pour faire notre demande de rappel. Tant mieux si c'est très clair, je suis ravie. Un salarié qui a vu son contrat rompu pour X raison, qui a signé son solde de tout compte, peut-il revenir du coup sur ce solde de tout compte, même après 6 mois? Oui, le fait de signer son solde de tout compte fait partir justement le délai de prescription pour agir en justice. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il cautionne tout, surtout quand, entre-temps, il y a des réformes dont une partie prévoit une rétroactivité. Donc, c'est pas parce qu'il a signé son solde de tout compte à l'instant T, sans connaître la nouvelle loi, qu'il ne va pas pouvoir revenir dessus. Oui, un salarié en poste pourra remonter à 2 ans pour l'indemnité compensatrice de congés payés, ça pour demander donc son rappel. Et quand on est sorti de l'entreprise, le délai de prescription pour agir en justice, il reste de 3 ans. Si un salarié a démarré un arrêt avant fin mai ou début juin, cela change beaucoup de choses si la période d'acquisition est au 31 mai.
par rapport au délai de report de 15 mois. On attend des précisions là-dessus, effectivement. Puisque normalement, on a les périodes de référence qui permettent donc de prendre les congés donc de l'année N sur N-1, enfin voilà, tout ça, sachant qu'on peut quand même prendre au mois le mois ces congés, enfin, dès qu'on en a acquis. On attend des précisions là-dessus, effectivement. Est-ce que ça va être 15 mois à partir donc de l'information à l'employeur et la période de référence, ou est-ce que ça va être à partir de la fin de la période de référence? Pour l'instant, de ce qu'on lit dans le texte de façon complètement brute, on est vraiment dans le délai de report légal de 15 mois à compter de l'information par l'employeur. N'hésitez pas, encore une fois, comme je vous disais, à suivre nos webinaires concernant l'actualité sociale, puisque je reviendrai là-dessus. On va avoir de plus en plus de précisions, on va avoir des positions d'avocats et on va avoir la fameuse promulgation de la loi avec éventuellement des décrets complémentaires et tout ça. Donc, d'ici le prochain webinaire du mois d'avril et les webinaires du mois de mai, je serai en mesure de vous apporter davantage de précisions concernant toutes ces petites subtilités. Je vois comme information qu'il n'y a plus personne qui pose de questions de formation ou d'accompagnement dans le cadre de vos réunions du CSE. Pareil, n'hésitez pas à contacter nos équipes. On discute de vos besoins ensemble et on vous accompagne au mieux. J'espère avoir été suffisamment claire. N'hésitez pas encore une fois à suivre nos prochaines informations pour que je puisse vous apporter davantage de précisions. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir.